Le syndrome hémolytique et urémique atypique est une maladie rare, très rare, qui est caractérisée par l'association de différents signes. D'abord une anémie assez importante, qui est une anémie hémolytique, mécanique, une thrombopénie, c'est-à-dire une baisse des plaquettes, et une insuffisance rénale, qui est en général diagnostiquée devant une élévation de l'urée et de la créatinine. Et cet ensemble peut se voir dans différentes circonstances, soit dans les suites d'une infection, et on parle de syndrome hémolytique et urémique typique post-infectieux, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les formes qui ne sont pas liées à une infection et qui sont en général en rapport avec une anomalie génétique qui a été bien caractérisée au cours des dernières années. L'incidence de la maladie est très faible, puisqu'on estime qu'en France, il y a environ 20 nouveaux cas par an qui sont diagnostiqués. Donc 20 nouveaux cas sur 65 millions d'habitants, vous voyez que c'est extrêmement faible. Alors les symptômes qui amènent à découvrir le syndrome hémolytique et urémique atypique sont très variés. Mais le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle, les œdèmes des membres inférieurs, et puis des troubles digestifs un peu non spécifiques qui amènent les gens à consulter. Ils peuvent avoir mal à la tête, ils peuvent avoir du mal à respirer, il peut y avoir aussi des atteintes cardiaques. Donc c'est un ensemble de signes qui est assez peu évocateur initialement. Et c'est pour ça qu'il faudra être très attentif à la présence de l'anémie hémolytique et de la baisse du chiffre de plaquettes associée à l'insuffisance rénale. Alors, j'ai découvert la maladie tout simplement parce que je n'arrivais plus à manger, c'est-à-dire que j'avais des vomissements en fait. Au début, c'était une fois sur deux. Après, c'était vraiment à chaque fois que j'avalais quoi que ce soit, même de l'eau. Donc, ma mère a pensé que c'était une gastro, donc on a laissé passer 2-3 jours. Et au final, toujours les mêmes symptômes. Donc, on a fini par aller aux urgences. Et là, ils m'ont demandé d'avoir des urines dans un pot. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais même plus à aller aux toilettes. Et au vu des résultats, ils m'ont transférée dans un centre spécialisé pour les insuffisances rénales aiguës. C'était il y a maintenant 10 ans, en 2010, en février. Durant mon hospitalisation donc de 1 mois, juste après les premiers symptômes, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que c'était un CHU atypique au vu des réactions par rapport aux traitements qui ont été mis en place. Alors quand je suis arrivée dans ce centre, tout de suite ils m'ont pris en charge. Bon, ils m'ont laissé me reposer la nuit quand même. Et le lendemain matin, j'ai commencé à faire un échange plasmatique pour que les plaquettes puissent remonter. Et j'ai également fait ma première dialyse, donc pour traiter l'autre partie, le côté insuffisance rénale. Donc je suis rentrée chez moi, mais je devais quand même continuer les dialyses. Et j'ai fait ça jusqu'en septembre 2010, où là, j'ai eu un appel, j'étais en classe quand j'ai eu cet appel. Et donc je suis venue tout de suite, et puis dans la nuit, j'ai été greffée. Et une fois que j'ai été greffée, j'ai passé 1 mois à l'hôpital. Et ensuite, j'ai repris le cours de ma vie. L'anémie, elle est expliquée par en fait la fragmentation des globules rouges dans les petits vaisseaux. Donc on parle de microangiopathie thrombotique, c'est une maladie des petits vaisseaux, avec des thromboses, donc des obstructions vasculaires, qui sont faites de plaquettes et de fibrines. Donc il y a une coagulation du sang dans ces petits vaisseaux. Et l'origine, au cours du syndrome hémolytique et urémique atypique, est liée à une lésion de la cellule endothéliale. Normalement, la cellule endothéliale, elle est anticoagulante et profibrinolytique, donc elle empêche les thromboses. Mais quand elle est malade, elle peut au contraire favoriser les microthromboses locales, l'activation des plaquettes, l'agrégation des plaquettes, etc. Et donc, l'origine de cette maladie et de cette lésion endothéliale a pu être identifiée il y a environ une vingtaine d'années par l'activation anormale d'un système un peu compliqué qu'on appelle la voie alterne du complément et qui aboutit à la formation d'une enzyme protéolytique qui fait des trous dans la cellule endothéliale.
Et cette activation de la voie alterne du complément, elle est complètement anormale. Et on a pu expliquer cette activation anormale par un déficit génétique dans les régulateurs de la voie alterne du complément. Donc on a des familles qui sont bien identifiées où plusieurs patients, plusieurs membres de la famille sont atteints de cette maladie. Et puis il y a aussi des cas qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire sans antécédents familiaux. Et on peut voir que dans cette famille, il y a des gens qui sont porteurs du variant génétique, mais qui ne l'exprimeront jamais de toute leur vie. Et puis il y en a d'autres qui sont porteurs et qui vont l'exprimer, soit dans l'enfance, soit à l'adolescence, soit plus tard dans la vie. Quand je suis tombée malade, on a fait les recherches pour savoir d'où ça venait, plus ou moins de quel côté. Donc on s'est rendu compte que oui, c'était du côté de mon père et qui lui justement n'a jamais eu de symptômes, ça ne s'est jamais déclenché. Et actuellement, je suis la seule dans la famille où vraiment ça s'est déclenché. Les traitements du CHU atypique ont été complètement transformés au cours des 10 dernières années avec la mise au point d'un anticorps monoclonal qui peut être injecté chez les patients. Et cet anticorps cible une des protéines justement de la voie du complément et empêche la formation de l'enzyme protéolytique qui fait les trous dans la membrane des cellules endothéliales. Cet anticorps anti-C5, le premier qui a été produit, s'appelle l'éculizumab. Il est disponible maintenant depuis environ une dizaine d'années et il a complètement transformé le pronostic des patients puisque s'il est donné précocement, on peut récupérer une fonction rénale quasiment normale et faire disparaître l'intégralité des signes cliniques et biologiques de la maladie. Donc ça a été un énorme progrès. Et aujourd'hui, tout le défi, c'est de reconnaître suffisamment tôt ces syndromes hémolytiques et urémiques atypiques, y penser, même si c'est très rare, pour pouvoir donner le traitement par éculizumab très précocement. Donc après la greffe, j'ai dû avoir un autre traitement un peu particulier. Ce traitement, c'est l'éculizumab. Et donc juste après la greffe, en sortant de l'hôpital, je l'ai eu toutes les 2 semaines. Et ensuite, c'est passé à toutes les 3 semaines, parce que ça se passait très bien. Et puis parce que mon corps l'acceptait, je pense, correctement. Et ensuite, tous les mois. Et actuellement, c'est encore tous les mois, après 10 ans de traitement. Il y a des perspectives d'amélioration encore des traitements disponibles, puisque d'autres anticorps anti-C5 sont en cours d'élaboration, et notamment l'un d'eux qui s'appelle le ravulizumab, qui peut être injecté tous les 2 mois, donc qui a une durée de vie très prolongée, avec une efficacité très importante. Et ce médicament n'est pas encore disponible sur le marché, mais il devrait l'être en 2020 ou 2021. Et cet anticorps peut être injecté tous les 2 mois, au lieu d'avoir une injection tous les 15 jours, 3 semaines, nécessaire avec l'éculizumab aujourd'hui. Donc un confort plus important et un blocage très prolongé du C5 chez les malades, donc une efficacité qui est maintenant bien démontrée dans différents essais cliniques. Actuellement, je n'ai plus aucun symptôme, je me porte bien et c'est vrai que venir une fois par mois, c'est aussi rassurant parce qu'il y a un contrôle, je vois les médecins et c'est vrai que ça me permet entre chaque moment où je viens d'être sereine et de ne pas m'inquiéter. En plus, je sais très bien que si j'appelle tout de suite, bon, ils connaissent bien mon cas, donc j'ai des réponses rapides et puis je fais attention. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, je viens vite.